Alors donc je m'appelle Philippe Delamarre, je suis né en 1947 et je suis né à Pont-de-Mer, donc originaire du Roumois et depuis fort longtemps, puisque mes généalogies remontent jusqu'au début des années 1600 et que les Delamarre sont déjà là et du côté de maman les Baudouin sont déjà là. Donc un Normand pur souche. Et donc, quel est votre lien avec la ville de Routot? Alors, mes liens avec Routot, cela date de 1952. Mes parents sont arrivés cette année-là en ayant acheté une boucherie, donc qui se trouvait dans la grande rue, hein, la rue entre la mairie et l'église. Et donc, quand on a l'église devant nous, c'était sur la droite à peu près, au milieu du Quels bourg. souvenirs en gardez-vous? Alors, ils sont très nombreux. Je regarde d'excellents souvenirs. Parce que c'est une époque un petit peu révolue. Je veux dire que c'était oui, un autre temps où il y avait encore des contacts énormes avec les voisins. Je me souviens qu'à la belle saison, dans le bourg, les gens sortaient leurs chaises devant leur commerce et on discutait. Et puis la télévision est arrivée à la fin des années 50. Et là, on n'a plus discuté, quoi. Mais sinon, bon, c'est là où j'ai eu mes copains, ma scolarité, les copains d'école que je vois Une toujours. impression de sociabilité et de vie dans le bourg. Tout à fait. Et en plus, c'était extrêmement gai parce que nous avions des employés, bien sûr. On avait deux bouchers employés. Et il dormait à la maison parce que il y en a un qui habitait à Mauny et puis quelqu'un d'autre un peu plus loin. Donc avant la fameuse télévision, on jouait aux cartes le soir, on jouait aux petits chevaux. Quelle différence justement entre la boucherie et la charcuterie? Alors la charcuterie, jadis c'était essentiellement le porc. Hein. On travaillait que le porc. Et la boucherie, nous c'était les bovins, bœufs, veaux et moutons. Et donc bien séparés. Hein. Charcuterie, tout est bon, hein, du museau à la queue. C'est pas tout à fait pareil quoique on mange quand même beaucoup de choses aussi. Dans un bovin, il reste pas grand-chose hein, Quand on utilise toutes les parties de oui, l'animal. tout à fait. Et pouvez-vous décrire un petit peu comment était la boutique, les différentes pièces depuis... J'imagine il y avait une chambre froide. Oui, tout à fait. Alors la boutique était relativement petite et quand je passe devant maintenant, je me demande comment on faisait quoi. Parce que souvent lors du marché de Routot le mercredi matin, il y avait toujours je sais pas 10 et 15 personnes qui faisaient la queue. D'ailleurs, ils faisaient la queue sur le trottoir. Donc on rentrait dans la boucherie. Et maman était à la caisse, hein, et puis ensuite sur la gauche, il y avait le tablé, ce que l'on appelle. Hein, et donc mon père en premier, c'était le patron, et puis ensuite les deux autres bouchers qui étaient à côté. Et donc ils étaient trois à servir. Et il fallait que ma mère enregistre, bien sûr. Elle avait trois tickets, et à la main, bien sûr. Hein, et il fallait vraiment qu'elle enregistre. Il fallait être très très attentive, quoi. Et puis la chambre froide, oui, était dans cette pièce-là, au fond. Et on avait aussi ce qu'on appelait une arrière-boutique, où on pouvait travailler aussi un peu la viande, derrière. Et il y avait aussi un tourne-disque qui était très utilisé lorsqu'il se levait très tôt le matin, pour préparer la viande, pour désosser, etc. Et mon père était un amateur des marches militaires et d'accordéon, et ça se faisait sur les rythmes. Mais dès que les clients arrivaient, bien sûr, il y avait plus de tourne-disque dans l'arrière-boutique, quoi. Mais c'était très très petit, donc il y avait un portillon central, oui, on peut voir sur les photos, et avec un présentoir de viande de chaque côté.
Et donc sur la côte, on présentait encore de la viande, et puis après il y avait le tablé, quoi. Le tablé, donc ça correspond à Alors un plan de travail, hein. oui c'est ça, mais c'était en bois, hein, c'était vraiment 20 cm d'épaisseur. Comme un billot. Oui c'est ça, mais sauf que c'était un grand billot, et il y avait la balance au milieu, puisque la vieille balance, pas la Roberval quand même, mais on lisait les grammes, quoi, et avec le prix au kilo, on sortait le prix, quoi. Et malheureusement, donc cette boucherie était magnifique parce qu'elle avait été refaite, disons, après la guerre 14-18, et c'était un peu art déco. Et il y avait une splendide marquise en fer forgé, et de chaque côté il y avait 2 grandes glaces, et avec des fleurs, si je me souviens bien. Et puis mon père, malheureusement, en 1961, il a tout cassé pour avoir une devanture ultra moderne. On voit les photos avec ces expositions de viande dans la devanture. C'était en permanence ou c'était pour des occasions spéciales? Non, pas du tout. C'était uniquement lors du marché fleuri. Donc c'est ce qu'on appelait le mercredi saint, donc entre les rameaux et le dimanche de Pâques. Et là, mon père se faisait vraiment un plaisir de faire ce genre de présentation avec de nombreux moutons, veaux, et en plus il pouvait y avoir des rôtis, et il faisait des décos sur les rôtis. Et en plus, à l'intérieur de la boucherie, il pouvait mettre des mannequins. Alors moi, je me souviens, alors je crois que c'est l'année 54 où Mendès France conseillait. Moi, je sais que j'ai bu du lait à l'école, parce que je crois que c'est Mendès France qui recommandait de boire du lait. Et là, mon père avait fait quelque chose de très spécial. Il avait mis un mannequin sur un vélo. Et ce vélo-là, donc, il l'avait habillé avec en boucher, avec une blouse de marchand de bestiaux, une tête de veau. Et il avait mis Raymond Préau, qui était un de ses copains maquignons de Routot, qui était très très connu. Et au pied de ce vélo-là, il y avait 12 biberons. Alors je crois que c'était des têtes de mouton, donc il y avait un biberon dans chaque tête de mouton, sauf que dans le biberon, c'était du Calvados qui venait de chez mes grands-parents. Et bien sûr, après l'expo, tous les copains de mon père ont eu le droit à un bidon avec le Calvados. Donc c'était uniquement, oui, le mercredi saint. Et là, c'était quelque chose d'assez extraordinaire, parce que le marché aux bestiaux, c'était assez fabuleux, là, sur la place de la mairie, là où il y a les halles. Et il y avait un monde fou. Il y avait un monde fou, et ça, c'était la rue principale jusqu'à l'église. Et c'était vraiment fabuleux. Et au début des années 50, il y avait encore beaucoup de gens qui venaient en voiture à cheval. Et les chevaux étaient garés dans la grande cour du Prémar. Comment s'organisait concrètement le travail dans la boutique? Et est-ce que vous pourriez décrire les principales opérations, c'est-à-dire la découpe? Oui, tout à fait, parce que moi j'ai souvenir de tout ça. Donc déjà, les 35 heures, il faisait plutôt 60. Hein. Donc le lundi, c'était l'abattoir. Donc comme je vous ai dit, route de la Chapelle. Doudouce, allez. Donc là, ça durait toute la journée. Le mardi, grosse journée, il se levait à 3h30 le matin. Et on débitait la viande. Alors pas forcément pour la vendre le lendemain, parce que la viande, elle restait un peu en chambre froide quelques jours, mais on débitait déjà des bêtes qui avaient été tuées un petit peu plus antérieurement, quoi. Hein. Donc c'était une grosse journée. Mercredi, donc c'était le marché, donc la principale vente de la semaine, parce que aller de 8h30 à 13h, la boucherie était pleine, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et bon, le jeudi, c'était une journée là un peu plus
calme, il y avait moins de monde, mais néanmoins, il fallait toujours débiter, préparer des rôtis de bœuf, désosser, donc il y avait quand même un gros travail de préparation. Et le vendredi, c'était à l'époque encore où l'église avait beaucoup d'importance. Donc pour le boucher, le vendredi, c'était une journée où il y avait peu de gens. Et le vendredi saint, je fais une parenthèse, à cette époque-là, toutes les boucheries étaient fermées. Aucun boucher n'aurait osé être ouvert ce jour-là. Et donc ce jour-là, mon père en profitait pour nous emmener à Berville-sur-Mer, dans un petit restaurant. C'était traditionnel, truite à la crème. Voilà. Donc samedi, c'était à nouveau grosse journée, parce que dimanche le lendemain, donc on peut pas dire qu'il y avait encore déjà beaucoup de Parisiens, mais néanmoins, il y avait beaucoup de repas de famille, etc. Donc grosse vente là. Donc là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème sur la viande, quoi. Là, on taillait les rôtis de bœuf, les gigots étaient prêts, les épaules d'agneau étaient prêts. C'était vraiment là du travail de vente, mais ils étaient souvent 3 à servir. Et le dimanche matin, là aussi, c'était une très très grosse journée. Et là aussi, la boucherie, il y avait toujours du monde, hein. Même si c'était l'heure de la messe, même pendant la messe, il y avait quand même beaucoup de monde. Et ensuite, bien sûr, après la vente, c'était pas fini, parce qu'il y avait un gros travail de nettoyage, hein, tous les couteaux, fallait nettoyer, il y avait des hachoirs, hein, pour faire les steaks hachés, donc tout ça devait être bien sûr parfaitement propre, et donc les grilles étaient fermées vers 14 heures. Donc voilà une semaine en gros de l'activité de la boucherie. Alors j'ai oublié aussi, alors mon père tous les mardis se rendait aussi à Rouen pour le marché aux bestiaux. Il y avait beaucoup aussi d'achats qui se faisaient là. Et là encore, je l'ai accompagné 1 ou 2 fois, mais j'avais 4-5 ans. Mais c'était assez extraordinaire, je me souviens, parce que l'argent c'était liquide. Et quand vous regardez la dimension des billets de l'époque, vous verrez que c'était des grands billets. Et donc ces maquignons sortaient des portefeuilles, et c'était fabuleux de voir une épaisseur de billets de banque, et ça dépassait du portefeuille tellement c'était grand, et ils payaient comme ça, cul de la vache. Donc ils discutaient le prix, et les marchands de bestiaux avaient tous leurs blouses. J'en ai une là que je pourrais vous montrer, que je mets pour faire des travaux de temps en temps, avec les ciseaux. Et lorsque l'achat avait été effectué, on marquait avec le ciseau ses initiales ou un trait particulier pour montrer que donc la vente avait été faite. C'était très rare que mon père achète des quartiers de viande ailleurs. Ça pouvait arriver au moment justement du marché fleuri. Il se rendait à Paris, et déjà, si vous voulez, les bas morceaux avec lesquels on faisait du pot-au-feu se vendaient déjà pas très bien. Donc parfois il emmenait ça, et puis il revenait avec des quartiers nobles, quoi, où il y avait les rôtis et tout ça. Ça pouvait arriver, mais allez, 95%, c'était des bêtes qu'il avait achetées auprès des paysans aux alentours, un petit peu parfois sur le marché aux bestiaux à Rouen, mais l'essentiel venait de la région. Hein, il n'y avait pas encore de gros paysans, de grosses fermes comme on voyait, c'était des gens qui avaient, quand ils avaient 15 vaches, 20 vaches, et puis allez, 50 bêtes, c'est tout, quoi. Et on faisait 3-4 veaux aussi, et là, attention, c'était des veaux de lait. C'est-à-dire qu'il achetait chez les particuliers, et ces veaux n'avaient bu que du lait. Et je me souviens, ils avaient des petits paniers sur la gueule pour pas qu'ils puissent manger autre chose, qu'ils attrapent un peu de foin ou je sais pas quoi. Et donc c'est ce qu'on appelait les veaux de lait, et c'était vraiment succulent, quoi. Alors je peux vous dire aussi la façon dont on tuait les bestiaux. Donc ça c'est
c'est un peu délicat. Je crois que c'est toujours un peu sur le même principe. Donc la bête était dans un petit étable à côté de l'abattoir, juste à côté. Donc on allait sortir la bête, on l'amenait à l'abattoir. Et là vous aviez un gros pistolet métallique, mais d'un diamètre assez important. Donc sans doute avec une charge de poudre, je sais pas quoi. Et au bout, il y avait, donc au bout du pistolet, il y avait une petite partie métallique, moi je sais pas, 3-4 mm. Et lorsqu'on appuyait sur le front de la bête, on appuyait sur l'amorce, et là il y avait cette partie métallique qui rentrait dans le crâne de la bête. Donc à partir de là, il était déjà inconscient. C'est pas très agréable quand même, ce que je raconte. Après, on passait une espèce de sion pour, je pense, aller innerver, ou toucher au cerveau, quoi. Et après, la bête était égorgée. Hein. Alors, les veaux et les moutons, moi, c'était encore... le veau était assommé avec un merlin, et puis égorgé aussi. Et les moutons, je me souviens plus, enfin, ils étaient égorgés, mais après, je sais pas, on les attachait sur le dos. Enfin bon, oui, ça paraît quand même... Un peu barbare. Oui, un peu barbare, Oui. mais ça s'est pratiqué. Enfin, mes parents ont vendu la boucherie en 65 et ça se pratiquait toujours de cette façon-là. Alors il y avait un trou à sang dans tout abattoir. Alors c'est quelque chose qui faisait 80 cm de profondeur à peu près, puis peut-être ouais, un petit peu plus grand que le dossier de la chaise, donc ça faisait peut-être 50 cm au carré. Et le sang tombait là-dedans, et aussi la bouse. Et autrefois, donc, dans ces tueries de particuliers, on récupérait pas que la viande, on récupérait tout ce qui provenait de la bête. Non, tout à fait. Alors le cuir, bien sûr, était découpé, enfin découpé, enlevé de la peau de la bête. Hein, donc là aussi, il fallait bien connaître son métier, parce que si vous faisiez des trous dans le cuir avait beaucoup moins de valeur. Donc une fois que le cuir était enlevé, on l'étalait et on procédait à une projection de gros sel pour la conservation. Et là ensuite, le cuir était parfaitement plié, hein, pour une espèce de parallépipède, quoi. Et puis il y avait ensuite un camion, mais alors il passait pas toutes les semaines, donc on devait stocker les cuirs. Sans doute, on avait un autre bâtiment à côté de l'abattoir. Et là, oui, je sais pas, peut-être tous les 3 semaines, un mois, il y avait quelqu'un qui venait enlever tous les cuirs. Et les cuirs de veau, on les gardait. Et les peaux de mouton aussi, on les gardait bien sûr pour la laine. J'imagine que dans ce métier-là de boucher, charcutier, les règles d'hygiène, elles avaient un rôle très très important. Extrêmement important. Extrêmement important. Je sais que mon père regardait les ongles des employés. Parce que bien sûr, il fallait avoir toujours les ongles ultra courts. Donc je pense qu'ils le faisaient une fois ou deux quand ils arrivaient, puis après ils avaient compris. Et oui, et surtout au niveau des vêtements, hein, mais ils changeaient tous les jours de tablier et de veste. Donc je me souviens de la machine, si vous voulez, là où on lavait la laverie, donc c'était derrière la boucherie, dans le petit jardin. Et là, eh bien, il y avait toujours, plusieurs fois dans la semaine, hein, il y avait une grande marmite, comme on pouvait en trouver, avec le feu dessous. Et on lavait ça, et on faisait bouillir. Donc c'était, oui, beaucoup, énormément. Hein, l'hygiène, c'était extrêmement important. Et donc il y avait une tenue pour le travail dans l'abattoir et une tenue totalement, pour la boucherie. Oui, bien sûr, totalement différente. Alors celle de l'abattoir, c'était qu'une fois, et pareil, le tablier, quand vous débitiez, il y avait forcément des projections de sang, des projections de viande, et donc chaque jour c'était
c'était vraiment immaculé, hein, les tabliers. Et là, ouais, mon père était vraiment à cheval. Je vous dis, je me souviens qu'il vérifiait, il vérifiait les ongles des gars, quoi. Et lorsque il s'apercevait comme ça, et il avait intérêt à faire ça pour aller se couper. Non, c'était primordial, quoi. Est-ce qu'il y avait une partie des déchets, si on peut dire, donc des viscères qui servaient en charcuterie ou Alors, non, parce que nous, on faisait des tripes. Et ça, c'était quelque chose aussi d'assez formidable. Et ça nécessitait beaucoup de travail. Et j'ai participé quand j'étais gamin, parce qu'il y a des carottes, donc il fallait éplucher les carottes. Il y a les oignons, il y en avait beaucoup. Et ça, on se mettait à plusieurs et on pleurait parce qu'il y en avait énormément. Et là, vous aviez une casserole ensuite avec les différentes parties, ce qu'on appelle les tripes, quoi, la panse, les feuillets. Et ça cuisait derrière, là, je me souviens, il y avait un petit auvent derrière la maison, et ça devait cuire presque 36 heures et voire plus. Et ensuite, on mettait ça dans des petits bols, et on en faisait une centaine presque à chaque fois, et ça partait en quelques jours. Et je me souviens, le prix du bol était vendu 95 francs. Mais ancien francs, ça, 95 centimes ensuite. Et je me souviens parce que les employés, ils m'envoyaient souvent chercher des cigarettes au Prémar, là, qui existe toujours, le bureau de tabac en face des Halles. Et là aussi, le paquet de Gauloises, je me souviens, c'était 95 centimes, et les 5 centimes, c'était pour moi. Et ça me payait les caramels à 1 franc et le carambar. Donc vous m'avez dit un petit peu où est-ce que votre père s'approvisionnait en viande et à quelle fréquence, donc au marché de Rouen, mais aussi auprès de... Alors c'était toutes les semaines, il achetait des bêtes, puisqu'on tuait 3 bêtes la semaine, hein, 3 bœufs. On tuait 4 à 5 moutons, des veaux, et une douzaine de moutons. Donc il achetait, mais c'était surtout, oui, en majorité dans la région, hein, dans toutes les petites communes autour de Routot. Et je vous dis quelques bêtes parfois à Rouen, mais c'était comparativement à ce qui était abattu, c'était très très minoritaire. Et il avait vraiment une clientèle fidèle, parce que je crois que c'était un boucher honnête, quoi, et les gens le savaient. Mais à cette époque-là, bon, on vendait au kilo, et mon père était capable, si vous voulez, après il y avait une pesée, mais à 10 kilos près, il vous donnait le poids exact de la bête. Bon, c'était la plus grande boucherie de la région. Et je dis toujours, je fais un petit peu de digression, mais à l'époque, en 1958-59, il y avait 3 déesses dans le bourg. Il y avait celle du docteur Lanchon, il y avait celle du pharmacien Maréchal, il y avait celle de mon père. Donc ce qui traduisait quand même un peu le niveau de vie à cette époque de la boucherie. D'autant plus que mon père, ça on n'en a pas parlé, mais pour aller chercher les bestiaux, il avait une Jeep. Car, comme je vous ai dit, il aimait, bon, bien qu'il ait fait 5 ans prisonnier dans une ferme, hein, et il était toujours, dès qu'il y avait un film de guerre, toujours très, très axé là-dessus, défilé 11 novembre, 14 juillet, toujours, quoi. Et donc, il s'était acheté une Jeep, mais une Willys, hein, vraiment une américaine, et il traînait la bétaillère avec la Jeep. Donc la Jeep était très connue dans la région, on savait, il n'y en avait qu'une. Et peut-être le fils Préau aussi, Norbert Morin, oui, il me semble qu'il avait une Jeep aussi. Et donc les gens se souviennent un peu, ouais, oui, il y avait la Jeep et tout ça, quoi. Et là, sur cette photo, c'est votre papa qu'on voit avec, oui. avec ses vaches. Tout à fait. Donc c'était un herbage qui était juste à l'entrée de Routot, où il y a plein de maisons maintenant, où ils ont eu des problèmes, vous savez, avec les marnières. Il y a une maison qui a été construite là il y a quelques années, et Routot a eu beaucoup de problèmes avec ça. Et cet herbage-là appartenait à Émilienne Godbout, celle qui travaillait chez nous et qui m'a élevé. Et là, comme je vous ai dit, voilà, mon père n'a jamais voulu assister. Lorsqu'on a tué cette bête, il n'y a pas été parce qu'il l'avait élevée. Et elle s'appelait Bonbon. Et
Et donc elle venait, un peu comme un chien, elle venait près de lui et il l'appelait, elle arrivait, quoi. Donc voilà. Séquence émotion un petit peu. C'est ça. Les Maquignons n'étaient pas éleveurs et n'étaient pas bouchers. Ils vendaient des bêtes. C'est des sortes d'intermédiaires. Voilà, tout à fait. Et donc c'est eux qui tapaient dans la main Oui, aussi, oui. Donc mon père pouvait acheter aussi parfois à ces gens-là, mais rarement. Ou alors à des gens, à des copains en qui il avait entièrement confiance. Où il manquait une bête, par exemple, il appelait un tel pour le dépanner, quoi. Et j'ai entendu parler aussi donc des toucheurs de bœufs. Est-ce que c'est une expression que vous connaissez? Vous dites? Les toucheurs de bœufs. Non, je vois pas. Alors a priori, mais c'est peut-être l'herbager qui assurait ce rôle. En fait, c'est les personnes qui conduisaient leurs bestiaux au marché de Rouen. Ah d'accord, oui, alors ça j'ai pas connu. C'est plus ancien. Mais j'ai quand même participé avec Monsieur Préau, là, qui était un Maquignon. Il avait des bœufs, des bêtes en forêt d'Illeville. Et là, on les ramenait à Routot. Et là, c'était sportif, parce que il essayait d'avoir des mômes, quoi, hein, et plus quelques grandes personnes. Parce que la difficulté, quand il y avait des barbelés, des haies, ça allait, mais parfois c'était la plaine. Donc il fallait se mettre... Alors c'était peut-être ça. Et sauf que là, ça se faisait, oui, sans doute à grande échelle. On emmenait des bêtes sur le marché de Rouen. Et d'ailleurs, à la sortie de Routot, mais ça vous devez le savoir, il y a le chemin aux bœufs. Et qui existe et qui passe maintenant dans la propriété de Monsieur Douillère, qui vend des arbustes et la pépiniérie. Je cherchais. Donc il a la sente aux bœufs. Et ça, c'était une sente, oui, donc qui partait de Routot et qui allait directement sur Rouen, quoi. Alors, quelle relation entretenaient vos parents avec les autres artisans et commerçants du bourg de Routot? Plutôt bonne. Bon, avec les autres bouchers, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de relations, parce que naturellement, il y avait une clientèle, elle se partageait dans les trois, mais bon, celle de mes parents était vraiment au-dessus, quoi. C'était vraiment la plus grande boucherie de la région, même à Pont-de-Mer. Il n'y avait pas un boucher qui faisait autant de bêtes, si vous voulez. Trois bœufs la semaine. La semaine dernière, j'étais en vacances et il y avait un boucher. Donc on a beaucoup discuté ensemble, et quand je lui ai dit ce que mes parents abattaient à l'époque, il a dit oui, c'était vraiment une belle boucherie. Hein, surtout, c'est pas la ville, hein, c'était un gros bourg, mais avec tous les villages de campagne. Bon, il n'y avait pas les grandes surfaces, bien sûr, hein, ce qui peut expliquer beaucoup de choses aussi. Donc il y avait 3 boucheries à la même époque. Oui. Donc il y en avait une qui existe toujours, c'est la Sole, qui est quand on monte le bourg vers l'église sur la droite, et puis une qui était à côté où est la poste là maintenant, et l'ancienne gendarmerie, qui s'appelait Malherbe, et chacun donc avait son abattoir. C'était systématique. Ouais, c'était systématique, tout à fait. Alors c'est ce qui a poussé aussi mon père aussi un peu avant de sa boucherie, parce qu'on parlait déjà que les abattoirs individuels ça allait être terminé, et qu'on irait tuer à Pont-de-Mer. Donc qui dit ça, dit un véhicule spécial, etc. Donc ça c'est intervenu aussi, ça a poussé un peu mon père, et résultat, Monsieur Aubert qui a pris la succession, il a continué de tuer pendant 10 ans. Donc c'est comme je vous disais tout à l'heure, il y avait des amitiés très fortes. Et moi, c'est là où j'ai vu la première fois la télévision, ma première Coupe du Monde de football en 58, assis par terre dans le magasin, parce que je sortais de la boucherie et je rentrais dans le magasin. Et Madame Cordier était vraiment adorable. Et non, et je me souviens de tous les commerçants, quoi, Brenouzin, Madame de Graff, tout ça. Et non, je vous dis, il y avait quelque chose de fort qui unissait les gens, et puis on se contentait, la Saint-Jean à Routot, c'était extraordinaire, la fête foraine, enfin, il y avait un cinéma qui venait tous les 15 jours, là, avec les bobines, hein,
Et ben, à la salle des fêtes, qui existe toujours, il y avait quelques spectacles de temps en temps. Il y avait eu un groupe théâtral à Routot que le doyen avait formé et c'était, alors c'était que des femmes par contre, hein. Il voulait pas d'hommes, je sais pas pourquoi. Mais non, il y avait beaucoup de loisirs, hein. Alors c'est vrai qu'il y avait un marché important, mais notamment pour les veaux, les moutons, les bêtes, je suis pas sûr. Dans les années 50, je me souviens pas. Mais les jours, je me souviens très bien parce que sur le coin de la place, il y avait on les amarrait ici, juste devant le pharmacien, là, juste là, et sur des vieilles cartes postales de Routot, on voit très bien les endroits où on attachait les bêtes le mercredi. Mais non, la foire aux bestiaux, pour moi, enfin, c'était le mercredi saint. Là, je me souviens pas qu'on vendait des bœufs, des choses comme ça. Hein. Alors par contre, on y vendait des poules, on y vendait de la volaille, on y vendait du beurre, on y vendait de la crème. Je me souviens que ma grand-mère d'Appeville, hein, le marché au beurre, aux œufs, se déroulait autour de l'église. Parce que le marché, c'était sur non seulement la Grand Place, mais c'était sur toute la Grand Rue. Et autour de l'église, je vous dis, ma grand-mère, je la vois encore, chacun venait avec quelques kilos, avec sa marque, hein, chacun avait un moule différent. Mais il y avait énormément de monde. Quand je vois maintenant le marché, enfin, c'est dérisoire, quoi. Mais beaucoup de monde le mercredi. Et d'où venaient les gens qui se rendaient au marché? De tous les villages aux alentours. De tous les villages. Et j'imagine, voilà, maintenant la foire foraine de la Saint-Jean, à quel moment c'est devenu une foire foraine? Parce qu'au départ c'était une foire, j'imagine. Ah bon, moi j'ai toujours connu la foire foraine, hein. Ça a commencé le vendredi soir, par la retraite au flambeau. Et le samedi, ouais, je crois que ça ouvrait le samedi soir, ouais. Et puis, ouais, retraite au flambeau le vendredi avec la fanfare de Routot dans les rues. Et puis, ça durait le dimanche et le lundi. Parce que le lundi, il y avait l'épreuve du maillot des As. C'était une épreuve cycliste assez importante, sponsorisée par Paris-Normandie. Donc, il y avait plusieurs épreuves dans la saison. Et Routot, donc tous les lundis, c'était le grand prix du maillot des As. Et je me souviens parce que il y avait un garagiste qui s'appelait Maurice Motte, et c'était le président du vélo club Pontonnerien. Et mon père le pilotait. Et donc moi, j'étais dans la voiture, dans la traction, et on suivait les coureurs. Donc c'était pour moi quelque chose d'extraordinaire. On n'allait pas à l'école, hein, le lundi de la fête de Routot. Est-ce que vos parents participaient à des concours lors du comice agricole Oui, bien sûr, oui, au marché Fleury. Au marché Fleury. Alors malheureusement, mon père avait toute une collection de plaques. Vous savez, prix d'honneur, prix d'excellence. Il en avait je ne sais pas combien. Et il les avait mis dans son bâtiment à Corneville-sur-Île. Bon, il y avait tout un mur. Et puis un jour, j'arrive, il n'y avait plus de plaques. Oh, il me dit, ouais, j'ai vu un gars qui est passé, il m'a tout pris pour 100 000 balles. Alors que j'en ai même pas une, quoi. Non, il se faisait un point d'honneur, bah c'est un petit peu une photo là où on le voit avec un prix, je sais plus. Non, donc c'était pour lui extrêmement important de participer et de gagner aussi, au moins d'être dans les 3 premiers. Hein, il y avait prix d'honneur, prix d'excellence, enfin c'est un peu comme à l'école. Maintenant il y a la foire Fleury de Routot, mais qui est peut-être une évocation maintenant, une simple évocation de ce qu'il y avait autrefois. Mais est-ce que c'est important pour vous de perpétuer cette mémoire du comice agricole? Moi, je crois, parce que j'y vais presque tous les ans. Et c'est quand même assez important, il y a encore de nombreuses bêtes. Donc pour moi, pour ceux qui élèvent, et puis pour les bouchers qui restent, oui, je pense que c'est important. Mais bon, il y a 10 fois moins de monde, quoi. 20 fois moins de monde, parce que c'était noir jusqu'à l'église, quoi. Mais je pense que c'est bien de maintenir ça, parce qu'il y a des gens encore qui produisent de la bonne viande, qui font des efforts pour observer parfois des
des cahiers des charges pour avoir les labels, et puis pour les bouchers qui achètent, quoi. Donc, bon, puis c'est aussi un témoignage quand même du passé et de l'importance que le marché de Routot pouvait avoir dans la région.